Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous économique hebdomadaire, Graines de l'écho. Vous êtes bien sur Sud FM, cette radio. La croissance économique était projetée à 8,8% en 2024 et 9 voire 10,2% en 2025, mais va falloir revoir la copie. Elle pourrait chuter à 6% avec un déficit budgétaire qui risque de dépasser 7,5% du PIB, soit bien au-delà des 3,9% inscrits au budget. Le FMI a ainsi souligné lors de sa récente revue le ralentissement économique et le creusement du déficit budgétaire au Sénégal. Ce ralentissement reflète une activité plus faible dans les secteurs de l'exploitation minière, de la construction et de l'agro-industrie. Il s'y ajoute l'inexistence d'un référentiel économique des nouvelles autorités et une boussole qui n'indique aucune direction, suscitant la méfiance des investisseurs qui se traduit déjà par une chute des obligations en dollars du Sénégal. Le Sénégal est-il en mesure d'appliquer le remède de cheval préconisé par les responsables du fonds? Graines de l'écho va échanger sur la question avec le docteur Souleymane Keïta, économiste, enseignant-chercheur à l'UCAD, spécialiste des finances publiques et de l'économie industrielle, qui est notre invité. Bonsoir docteur, et bienvenue, je dirais même re-bienvenue dans Graines de l'écho. Merci beaucoup Malik pour l'invitation, bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation que vous nous ferez aujourd'hui. Alors, docteur, hausse du taux de chômage, perte d'emploi, ralentissement des entreprises, creusement du déficit budgétaire, croissance économique projetée en baisse, n'avons-nous pas là les ingrédients d'une récession économique ou va-t-on vers une dépression économique ? La dépression, non, parce qu'il faut peut-être d'abord comprendre que la dépression, c'est une baisse de la croissance économique pendant une 3 ou donc périodes successives. Et quand vous avez une baisse de la croissance pendant 2 périodes consécutives, là, on parle, n'est-ce pas, de récession. Nous ne sommes pas à cette situation-là. C'est vrai qu'au lendemain de 2023, avec la conséquence, n'est-ce pas, de ces crises de Covid et aussi la crise ukrainienne, ça ralentit un peu l'activité économique mondiale. Et le Sénégal n'est pas du reste par rapport à cette crise mondiale qui a choqué l'économie mondiale. Et puis aussi, il faudrait aussi oublier, il y a un facteur supplémentaire pour l'économie du Sénégal. Nous sommes rentrés effectivement dans une phase d'élection avec beaucoup d'incertitudes liées effectivement à la tenue de ces élections-là. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le risque pays. Les investisseurs regardent ce qu'on appelle le risque pays avant d'investir dans un autre pays, dans un pays. Mais pour le cas du Sénégal, il y avait un risque très élevé justement pour la tenue de ces élections, compte tenu effectivement des soubresauts qui ont eu lieu. Donc ces facteurs-là font qu'aujourd'hui, les investisseurs ne mettront pas leur argent dans cette économie-là. Donc, pour vous dire, donc, pendant toute la période, n'est-ce pas, tout le premier trimestre de 2024, donc, les investisseurs étaient en phase latente. Ils n'ont pas voulu investir. Et donc, du coup, les prévisions économiques, n'est-ce pas, qui, de fait, ne pourront pas être au rendez-vous parce que c'est des investissements, parce que l'un des déterminants de la croissance économique, c'est l'investissement. Donc, ces investissements n'étant pas au rendez-vous, donc, ces prévisions de baisse, n'est-ce pas, de la croissance économique dont vous parlez tout de suite, du FMI, ça s'explique par ça. Exactement. Et c'est quand même étonnant parce que vous avez parlé de la Covid et le Sénégal s'était bien sorti de cette crise, notamment même s'il y a eu la guerre ukrainienne. Et le Sénégal faisait partie des pays les plus résilients en matière de croissance parce que la plupart des pays étaient en récession. Donc ce que vous dites, c'est que là, présentement, on n'est pas en récession ou alors on est loin de la dépression économique, mais on est quand même en récession parce que tous les clignotants sont au rouge là. Non, c'est pas parce que les clignotants sont rouges. C'est vrai que quand on dit qu'on avait une économie résiliente, c'est vrai qu'on avait mis en place des mécanismes d'accompagnement, justement, qui ont fait qu'avec la crise économique, les entreprises complètement... Ça, c'était une crise mondiale. Hein. Tous les États au monde entier ont mis en place des systèmes, des mécanismes pour permettre effectivement de tenir l'économie. Aux États-Unis, on versait effectivement une valeur avoisinant 5 000 euros, dollars par mois aux ménages pauvres qui n'avaient pas de revenus. C'est ce qui a permis, n'est-ce pas, de tenir les économies. Nous, dans nos pays, on a mis en place un financement au Sénégal, par exemple, de 1000 milliards pour des mesures de soutien aux entreprises, aux PME et PMI, pour les permettre de tenir. Mais un tel investissement, si vous le faites dans un pays, c'est vrai que vous allez ralentir effectivement les effets directs. Parce que maintenant, il y a les effets indirects. Donc, par conséquent, c'est à long terme. Donc, parce qu'aujourd'hui, vous ne les sentez pas parce que vous avez permis de tenir. Donc, il va falloir une autre deuxième période qu'on appelle la période de relance avant que l'économie retrouve ses équilibres. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. On a fait des dépenses. Donc, le niveau de recettes n'ayant pas suivi, il y a un déséquilibre qui est là. C'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. L'effet ciseau, justement. C'est ce qui s'est passé. Donc, on n'est pas forcément en récession. Donc, loin de là. Mais ce qui dit qu'aujourd'hui, la crise économique a secoué le niveau de l'activité réelle. Maintenant,
les mesures d'atténuation que les États ont mis en place, c'est-à-dire l'État du Sénégal, c'était pour permettre, n'est-ce pas, de pouvoir permettre aux entreprises de tenir. Donc, ce qui a été fait. Maintenant, aujourd'hui, ces niveaux de dépenses, maintenant, il faut les amortir. Donc, c'est l'amortissement qu'on est en train de vivre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu, maintenant, le déficit ne fait que creuser. Donc, le retour sur investissement qu'on attendait, c'est ce qui n'a pas été au rendez-vous. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a eu des pertes d'emploi pour un certain nombre d'activités. Ouais. Il y a eu le chômage maintenant qui est là. Donc, l'économie est en train de retrouver ce qu'on appelle les grands équilibres. Ok. Alors, malgré ces objectifs de recettes, le gouvernement n'est-il pas en train de scier la branche sur laquelle il est assis, en exerçant une strangulation, je dirais, fiscale sur les entreprises qui, à leur tour, se délestent de centaines, voire de milliers d'emplois? Ok. Vous savez, j'ai dit souvent que l'impôt est une obligation. Certes. Pour toutes les entreprises. C'est-à-dire l'une des recettes de l'État, c'est l'impôt. Donc on ne peut pas se passer de cela sans l'activité économique de l'État dépend de cela. Mais c'est vrai qu'aussi, nos entreprises aussi ont besoin de vivre. Ouais. Ils ont besoin d'un souffle. Maintenant, par conséquent, l'État est dans un dilemme. Aujourd'hui, exige effectivement ces entreprises de pouvoir payer un niveau d'impôt. Ouais. Donc, ne pouvons pas supporter. Donc, ça ramène effectivement, c'est notre crise qui ça va revenir. Absolument. Maintenant, aussi, de l'autre côté aussi, l'État a besoin de vivre. Ouais. C'est pourquoi il faut un équilibre. Maintenant, l'État est en train de trouver un équilibre pour permettre effectivement à ce que l'État rentre dans ses fonds et que ces entreprises-là, justement, aussi, puissent survenir. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il est question aujourd'hui que l'État, à partir d'une politique de communication, aille vers certaines entreprises, les faire comprendre que l'impôt est obligatoire. Ouais. Et que donc, le paiement permet à l'État de subvenir à ses besoins. Absolument. Les infrastructures, les routes, la santé, l'éducation que l'État est en train de financer. De l'autre côté également, les entreprises aussi ont besoin de souffle nouveau parce que c'est un système nouveau qui se présente. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises justement n'avaient pas cette rigueur dans le paiement de l'impôt. C'est ce qui fait qu'ils ont eu des difficultés aujourd'hui. Les nouvelles autorités ont cassé ce qu'on appelle un certain nombre de dynamiques, un certain nombre de passe-droits que certaines entreprises avaient de ne pas payer les impôts. Oui. C'est pourquoi cette situation est là. Parce que sinon, c'est une situation ordinaire. Oui. Le paiement d'impôts, c'est une situation ordinaire. Absolument. Mais maintenant, donc, du coup, ça veut dire qu'il faut maintenant que les habitudes reprennent. Oui. Donc, les gens se sont toujours habitués justement je ne dirais pas à se passer de l'impôt, mais à ne pas payer correctement les impôts pour se permettre, n'est-ce pas, d'avoir le niveau d'activité économique. Or, l'impôt est une obligation pour tout individu qui réalise des bénéfices, des activités économiques. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je parlais de strangulation fiscale. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est une imposition intelligente. Oui. Parce que on ne peut pas tuer la poule avec ses œufs. C'est ça. Donc, si j'ai bien compris, la manière dont les autorités conduisent les choses aujourd'hui ne peut pas prospérer. Il faudrait que les autorités y aillent mollo. Mollo, vous avez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait, je pense que ce soit peut-être par exemple les organes de presse ou d'autres structures qui sont là, qui s'asseyent, qui discutent justement des cartes sous table. N'importe quelle activité que vous menez, qui vous rapporte un revenu, vous devez donner à l'État sa part. C'est là que l'État prend pour pouvoir financer ces activités. Tout à fait. Mais aussi, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas fait d'activité, vous n'avez pas fait de bénéfices, vous ne payez pas l'impôt. Ça veut dire qu'il faut qu'on revienne à la vérité des prix. Aujourd'hui, que les gens parviennent à déclarer les niveaux d'activité économique pour les permettre, n'est-ce pas, que l'État puisse recourir à son impôt pour pouvoir faire face à ses dépenses. Vous avez vu donc le déficit que crée l'État obligé, n'est-ce pas, à cause de l'impossibilité de mobiliser ce niveau de recettes, de faire appel par rapport à la dette pour pouvoir financer un certain nombre de ces activités. Donc, pour arriver à tout ça, c'est pourquoi aujourd'hui, on a besoin justement que ces entreprises, d'un commun accord, parce que c'est une obligation déjà, mais de façon intelligente aussi, parce que trop d'impôts tue l'impôt, comme lui l'a fait. Donc, mais aussi, l'État a besoin de cela pour pouvoir subvenir à ses besoins. Maintenant, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux individus qu'il ne peut pas se passer de ne pas payer d'impôts. Toutes les entreprises, privées comme publiques. Mais aussi, il faudrait que le langage de vérité soit tenu à ces gens-là pour les faire comprendre que c'est de cela que l'État peut vivre. Tout à fait. Alors, vous avez évoqué la dette. Je vous ai déjà posé la question, je vous la repose. Considérez-vous, comme beaucoup d'économistes sénégalais, que le seuil de 70% fixé dans le cadre communautaire de l'UEMOA est un frein au financement des projets publics? Je pense que dans les critères de convergence, vous savez, nous sommes membres, en fait, le Sénégal, d'un pays de l'UEMOA, sont membres d'une zone qu'on appelle l'UEMOA. Et ils ont mis en commun ce qu'on appelle un certain nombre de critères. Il y a les critères de premier rang et de second rang. Parmi les critères de premier rang, il fait partie effectivement de ce qu'on appelle la dette, la gestion de la dette. Et
il est dit tout simplement que la marge est de 70%. Oui. Et c'est vrai. Moi, je ne fais pas des économistes qui pensent qu'aujourd'hui, fixer le seuil à 70% ne repose sur aucun fondement économique. Mais c'est des critères qui ont été établis. Tout à fait. Mais moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui, nous sommes en train de mener des réflexions et avec d'autres collègues pour voir effectivement la faisabilité de ce seuil-là. Et puis peut-être après, sous peu de temps, le résultat, n'est-ce pas, de notre étude, on va le rendre public. Je suis en train de faire un article sur ça. Mais pour le moment, nous partons d'un préjugé sur lequel on ne peut pas fixer un seuil de 70% par rapport à la marge. Pourquoi? Ici, le problème est simple. Par rapport aux besoins de l'économie, ce qu'il faut voir, nous partons de ce postulat, ce n'est pas le niveau de la dette par rapport au PIB, c'est justement ce qu'on appelle la viabilité par rapport à la qualité de la dette que vous êtes en train d'emprunter. Aujourd'hui, à titre comparatif, j'ai vu des collègues qui disent que ce n'était pas bon de le comparer. Aujourd'hui, le niveau de la dette, par exemple, des États-Unis, c'est le lot de 120%. Absolument. Mais le Japon également, qui est la référence aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1000 et quelques pourcents. La France, c'est exactement la même chose. Mais pourquoi ces économies arrivent à s'en sortir? C'est par rapport à la viabilité de la dette. Pas par rapport au montant. Tout à fait. Mais quand nous sommes dans une zone, ça veut dire que c'est vrai aussi que quand vous êtes dans une zone, vous êtes obligé de respecter la norme communautaire. C'est vrai que quand vous êtes dans la zone, tant qu'on n'a pas changé la norme, on est obligé de suivre. Donc par rapport à la norme, justement, l'État antérieur, justement, c'est-à-dire le gouvernement antérieur, n'a pas respecté les normes. Parce que c'est des normes qui ont été élaborées, sur lesquelles vous avez souscrit de façon libre, en disant qu'il faut respecter la norme de 70% par rapport au niveau de la dette. Donc, du coup, ce que je dis, ce n'est pas la seule norme sur laquelle moi je ne suis pas d'accord. Par rapport à le taux de l'inflation, par exemple, à 3%, et ce taux d'inflation de 3% demande justement, c'est ce qui creuse effectivement le chômage dans nos pays. Pourquoi? Je vous explique, c'est très simple. Lorsque vous voulez avoir un taux d'inflation, vous savez, l'inflation est d'origine monétaire. Si vous mettez un taux d'inflation de 3%, ça suppose que donc au niveau de la Banque centrale, que les autorités vont miser, n'est-ce pas, sur un taux directeur très élevé. Donc quand le taux directeur est très élevé, pour pouvoir avoir un taux d'inflation trop bas, maintenant en conséquence, ça veut dire que le taux directeur très élevé entraîne ce qu'on appelle un taux d'intérêt élevé. Un taux d'intérêt élevé entraîne ce qu'on appelle un coût de crédit élevé. Et le coût de crédit élevé entraîne ce qu'on appelle une baisse du crédit. Une baisse du crédit entraîne ce qu'on appelle une baisse de la consommation. Une baisse de la consommation entraîne une baisse de l'investissement. Et le baisse de l'investissement entraîne une baisse de la demande. Et baisse de la demande entraîne le chômage. Donc, par conséquent, ces deux mesures, comme disait Nicolas Koldor en 1963, c'est des mesures qui sont contradictoires. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un taux d'inflation trop bas, vous allez pouvoir laisser couler ce qu'on appelle l'inflation. Si vous voulez avoir un niveau d'inflation trop bas, vous allez faire couler le taux de chômage. Donc, ces mesures sont contradictoires. À titre d'exemple, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez la marge de crédit sur le PIB, dans les pays européens, c'est l'ordre de 40%. Nous, dans notre pays, c'est l'ordre de 12%. Donc, on ne fait pas suffisamment de crédit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le niveau de chômage ne doit pas nous étonner. Le niveau de chômage s'explique par rapport aux critères de convergence, n'est-ce pas, qu'on s'est choisi nous-mêmes. Donc, ça devient un obstacle pour le financement, n'est-ce pas, de nos programmes de développement. Tout à fait. Donc, il faut revoir. Beaucoup de critères doivent être revus. Il ne faut pas seulement qu'on s'aligne par rapport aux critères de convergence qui nous a été imposés par la France, et puis qu'on essaie de voir nos propres critères, justement, pour voir quel est le meilleur critère qu'il faut par rapport à la réalité de nos économies. Tout à fait. Tout à fait. L'environnement des affaires subit les affres de la politique répressive. Est-on en droit de craindre pour l'investissement non seulement domestique, mais direct étranger, dont notre économie a tant besoin et qui est au fondement de la croissance? Non, je vous dis, comme je vous ai dit tantôt, vous savez, l'investissement direct étranger repose sur un certain nombre de critères. Donc, par exemple, le risque pays. Aujourd'hui, avec les élections étant derrière nous, avec la présence des nouvelles autorités, je pense que sous l'investissement direct étranger, ça ne pose pas de problème. Vous savez, l'investisseur regarde ce qu'on appelle le risque, le retour sur investissement. Comment je peux investir dans l'économie du Sénégal? Pendant combien de temps je pourrais récupérer le montant que j'ai investi? Donc, le taux là est fonction de plusieurs autres paramètres. Dans la situation économique du pays, la balance commerciale, et même la situation politique. Et c'est ce que je dis justement, ce qu'on appelle la situation sociopolitique, c'est des indicateurs qui regardent, donc qui vont déterminer effectivement le montant de l'investissement direct étranger que les bailleurs veulent mettre dans un pays.
Donc c'est pourquoi la stabilité du pays en dépend. Oui. Vous avez compris? Absolument. La situation macroéconomique aussi va dépendre de cela. Certainement. Maintenant, donc, il y a de fortes chances aujourd'hui que ces investisseurs-là viennent à cause, n'est-ce pas, du retour par rapport aux élections que nous avons vues, par rapport aux élections présidentielles. Je pense que cet écho favorable peut favoriser effectivement un niveau d'investissement élevé dans nos pays. J'étais plutôt en train de penser le contraire, moi, docteur, parce que la situation actuelle n'encourage pas apparemment les investisseurs, parce que tout le monde semble être sur le qui-vive. Et il semble que les investisseurs ne veulent pas venir, il y a une méfiance. Non. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans mon introduction, je parlais de la conséquence sur les eurobonds. Non, en fait, c'est ça, c'est l'impression que les gens dégagent, mais ce n'est pas le cas. Vous savez, les investisseurs, comme je dis, un investisseur, c'est un homme d'affaires. Oui. C'est-à-dire, un homme d'affaires ne pourra mettre de l'argent dans un environnement que quand il est sûr de rapporter plus. Si vous mettez 100, si vous êtes sûr de gagner 150, vous mettez 100. Absolument. Vous avez compris? Donc, aujourd'hui, le terrain, en tout cas, la situation économique du Sénégal est favorable, n'est-ce pas, à un retour sur l'investissement à partir de plusieurs paramètres. D'abord, le premier paramètre, c'est quoi? C'est la stabilité du pays. C'est important de le savoir. Malgré ce que vous voyez bon, vous êtes du monde de la presse, je ne peux pas vous apprendre un certain nombre de choses, mais il faudrait peut-être reconnaître une chose qui est fondamentale, qu'aujourd'hui, la situation économique du Sénégal est stable. Malgré tous ces soubresauts que vous entendez par rapport à la dernière déclaration du Premier ministre, autre chose, mais c'est réel. Mais je peux vous dire aujourd'hui que les bailleurs de fonds viennent dans le pays. Et ils viennent, ils investissent. Mais, vous savez, quand on investit, le temps de l'investissement n'est pas le temps de réalisation de l'activité économique. Vous pouvez mettre en place des réformes. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en économie, c'est différent de ce qui se fait dans les laboratoires. Parce que là-bas, vous voyez des trucs, vous voyez les réactions tout de suite. L'économie, c'est des signaux que nous mettons en place. Et là, maintenant, les signes que vous mettez en place, ça se prend petit à petit. Donc, il est important, justement, dans ce contexte-là, que vous compreniez que vraiment, les signaux sont vraiment bons actuellement pour les investisseurs. Maintenant, ce que l'on voit, c'est vrai que, comme je vous dis, le changement de régime entraîne toujours des conséquences de ce genre-là. Parce qu'il y a des individus qui avaient peut-être des passe-droits qui les perdent. Et que donc, certainement, pour des questions X, Y, qui soit certains qui ne payaient pas d'impôts, et que maintenant on les exige de payer les impôts, ils n'avaient pas prévu ça dans leur business plan, et donc ça les amène effectivement à changer de niveau d'activité. Mais je peux vous dire aujourd'hui, depuis la mise en place des nouvelles autorités jusqu'à présent, mais rien n'a changé. Ah bon? Oui. Pratiquement, mais le problème c'est quoi? Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises commencent? Donc c'est justement, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Maintenant, donc justement, ça veut dire quoi? Qu'il y a des individus qui étaient là, et d'ailleurs, justement, soit qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle les activités réelles, c'est-à-dire qu'ils gagnaient des marchés publics, vous avez compris, ils ne reversaient jamais les impôts, ni les cotisations sociales, encore moins, ils n'ont jamais déclaré l'activité. Oui, pour les entreprises qui sont concernées, je peux comprendre, mais ce ne sont pas toutes les entreprises quand même qui étaient dans ce cas. Mais si vous regardez, parce que nous, ce qui fait notre force, moi en tout cas, nous sommes dans des groupes de réflexion, nous travaillons sur ces questions-là. Oui, donc je vois en fait beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont dans cette situation dont vous décrivez. C'est des entreprises qui ont toujours existé, mais certainement quand vous voyez ce qu'on les demande, c'est pas autre chose, c'est de se régulariser. Vous savez, il faut qu'on apprenne effectivement la culture de régularisation. C'est quoi? Quand vous faites une activité, vous déclarez l'ensemble de vos activités. Et par contre, parce que ce qui va se passer, c'est quoi? S'il y a changement de régime, peut-être que les nouvelles autorités vont mettre maintenant tout au clair. Vous avez vu maintenant, donc par conséquent, c'est pour ne pas que les mêmes choses, comme on dit, ceteris paribus, toutes choses étant égales par ailleurs, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc pour éviter que la situation soit ici, on dit, mais voilà ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, vous payez, donc on est en train de faire l'état de lieu. Mais j'avoue que très sincèrement, je suis optimiste. Pourquoi? Parce que nous observons les choses. Vous avez vu, je vous ai dit tout de suite que nous sommes en train de travailler sur le taux de 70%. C'est des réflexions que nous avons menées depuis des années, 2 ans, 3 ans. Nous voulons apporter notre contribution par rapport au débat public. Et par rapport également à un certain nombre d'entreprises aujourd'hui également qui sont en difficulté, nous constatons que certains, c'est lié effectivement à une question de fiscalité qui n'ont rien à voir avec l'État central. Vous avez vu, donc l'État... Vous savez, la politique économique d'un pays, elle est définie comme l'ensemble des actions publiques sur le niveau de l'activité économique. Elle peut être de nature économique, on appelle en fait nature conjoncturelle, ou bien de nature structurelle. Quand c'est nature conjoncturelle, il y a 2 éléments. C'est-à-dire, soit c'est la politique budgétaire,
c'est-à-dire les instruments du budget, c'est la fiscalité, la politique de soutien à la consommation, les politiques de soutien à l'investissement, ou les politiques de soutien à l'exportation et à l'importation, ou bien elle peut être de nature monétaire. Ça veut dire aujourd'hui, c'est soit partie des instruments, soit l'instrument c'est quoi? C'est la politique de réserve obligatoire, ou bien ce qu'on appelle la politique de l'escompte. Oui. Également, ça peut aussi être la politique disons, d'encadrement du crédit. Ça, c'est les instruments de politique monétaire. Ça, c'est quand on est en phase, n'est-ce pas, d'une politique budgétaire. Oui. Mais en fait, politique de court terme. Maintenant, ça, c'est les politiques de long terme. C'est l'État est en train de mettre en place. C'est-à-dire, c'est les politiques de soutien à l'industrialisation. C'est la politique, disons, de décentralisation. Oui. Mais il y a également ce qu'on appelle, ce que j'appelle ici, la politique industrielle, je vous l'ai dit. Ouais, on va y venir tout à l'heure. Exactement, ouais, oui. Donc, c'est tout ce qui est structurel, c'est-à-dire aujourd'hui, le soutien aux industries, tout ça, c'est quand vous voyez un peu la structure de l'économie. Donc, dans ces deux politiques, c'est ce que l'État est en train de mettre en place. Maintenant, de l'autre côté, maintenant, ce qui se passe de façon court terme, là, les politiques fiscales, ça fait partie de la politique, disons, conjoncturelle. On est en train de régler la conjoncture. De l'autre côté, maintenant, vous avez vu maintenant le projet dont on dit 2025-2035, ça c'est structurel, où on va aller vers ce qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie, soit par les politiques de soutien aux entreprises, la politique de régulation, c'est-à-dire la politique de régulation du marché, c'est-à-dire les politiques, par exemple, tout ce qui est politique de concurrence, ça aussi il faut le revoir. La concurrence, il faut voir quel type de concurrence nous avons dans le marché. Tout à fait, donc tout ça c'est la politique globale. Absolument. Très bien. Alors, si on s'intéresse aux sources de la croissance plutôt qu'au taux de croissance économique, ne trouvez-vous pas qu'il y a péril en la demeure, étant donné la situation des entreprises aujourd'hui? Vous avez un peu répondu à la question tout à l'heure, mais l'impact sur les principaux facteurs de production qui sont le travail et le capital. Oui, vous savez, comme je vous ai dit, les sources de la croissance économique, on a l'investissement, on a l'innovation, est-ce que vous avez compris? Ce sont ces éléments, et puis le capital humain également. Voilà les principales sources de croissance économique. L'investissement, on a besoin pour relancer la croissance économique. On a besoin des innovations technologiques pour relancer la croissance. Le capital humain, tout ce qui est formation, est-ce que vous avez compris? Les innovations technologiques, tous ces éléments-là, on a besoin pour relancer la croissance économique. Maintenant, comme je vous ai dit, une croissance, on peut faire des investissements tout de suite en matière de recherche et développement. On peut faire des recherches en matière d'investissement. Vous savez, vous le faites. Les fruits de ça, vous allez le récolter peut-être pas beaucoup plus tard. C'est ça qui fait le problème de la croissance économique. C'est-à-dire que la croissance, vous mettez en place les ingrédients, mais vous ne pouvez pas bénéficier de ça tout de suite. C'est pourquoi justement, je vois votre impatience, parce qu'aujourd'hui, vous pensez que tout est noir. Non, c'est pas cela. Parce que les investissements qui sont faits, soit à partir de l'investissement, à partir de l'innovation, mais également à partir du capital humain, mais les résultats de cela, vous ne pouvez pas les avoir maintenant. Oui, certainement. Est-ce que vous compris? Non, c'est à long terme que vous pouvez voir les fruits de la croissance économique. Oui, tout à fait. Ça, on peut comprendre. Seulement, il y a des signaux quand même qui ne rassurent pas. Je veux dire, quand les entreprises se mettent à licencier, parce que justement, vous voyez un peu, c'est un contexte assez difficile. Et quand les entreprises n'embauchent pas, il y a un impact sur le taux de chômage. Mais c'est vrai, sur la consommation. Vous avez raison. Si par exemple les entreprises n'embauchent pas, ça ralentit la croissance. Pourquoi? Parce que quand les entreprises embauchent, ça augmente le pouvoir d'achat. Et quand le pouvoir d'achat augmente, ça augmente la consommation. Et quand la consommation augmente, automatiquement, c'est la production qui augmente. Exactement. Vous savez, en économie, les faits sont liés. Tout à fait. Mais je vous conseille cela en vous disant qu'aujourd'hui, que l'État doit procéder par une intelligence dans la gestion, n'est-ce pas, des affaires publiques. Absolument. En quoi faisant à partir, n'est-ce pas, de leviers qu'on appelle l'impôt, pour voir dans la mesure du possible comment on peut gérer effectivement le facteur impôt, sans pour autant, fondamentalement, que ça puisse dégénérer effectivement sur la survie des entreprises. Je viens de vous dire tout de suite, par exemple, pourquoi aujourd'hui, aux États-Unis, on continue à payer des ménages qui sont pauvres chaque fin de mois. Parce que l'État, en donnant de l'argent, ce que les gens n'ont pas compris, à ces ménages pauvres, ça augmente le pouvoir d'achat de ces ménages-là. En les donnant des pouvoirs d'achat, ça les permet d'injecter cet argent dans les activités réelles. Et ces activités réelles, ça retourne également à l'État sous forme d'impôts. Vous voyez, donc, l'État, en aidant ces entreprises dans leur survie, l'État c'est lui-même parce que ça permet à ces entreprises de se maintenir en vie. C'est important aujourd'hui. Absolument. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, des deux côtés, il y a une vigilance qu'il faut mettre en place pour permettre effectivement à ces entreprises de survivre. Exactement. Toujours est-il que les partenaires financiers dressent un profil inquiétant de notre économie et ils insistent sur la suppression des subventions à l'énergie pour la reconstitution des marges de manœuvre budgétaires et la réduction de la dette publique. Pensez-vous qu'il soit réaliste de retirer la seule protection sociale des ménages dans le contexte actuel? Voilà, c'est pourquoi justement, deux fois, je suis
écœuré par rapport à un certain nombre de recommandations qui sont formulées par les institutions de Bretton Woods, comme le FMI ou la Banque mondiale. Vous savez, les subventions, c'est un débat qui est ancien, depuis le temps du président précédent. Mais ce qui se passe aujourd'hui, la subvention, c'est le seul moyen, justement, aujourd'hui, que nos entreprises... Vous avez parlé tout à l'heure du taux de chômage élevé. Vous avez vu aujourd'hui, par exemple, avec toute cette situation-là, s'il n'y avait pas de subvention, en enlevant ces subventions-là, ça entraîne des tensions sociales. Vous savez, il faudrait comprendre une bonne fois pour toutes. Je l'ai dit et je dis souvent à nos étudiants, les institutions de Bretton Woods sont régies par des lois libérales. Quand on parle de libéralisme, c'est quoi? C'est la loi du marché. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ils veulent ce qu'on appelle le moins d'État, le mieux l'État. Mais on ne peut pas l'appliquer dans des économies aussi pauvres que les nôtres. Ou par conséquent, tout le monde pense que, par exemple, vous avez raison en disant tout de suite aujourd'hui que quand ça ne va pas, c'est l'État. Le premier qui est indexé, c'est l'État. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'État pourrait prendre le risque aujourd'hui d'enlever les subventions sur l'énergie, où tout ce que nous consommons dépend de l'énergie, les gaz, tout. Mais cette tension sociale-là, que ça va dégénérer, les effets seront beaucoup plus néfastes que ce qu'on veut attendre comme résultat. Donc, par conséquent, il va falloir, je l'ai dit avec les 70% par rapport à la dette, c'est la même chose. Nos économies ont besoin de ces subventions-là. Je pense que toutes les recommandations formulées par ces institutions-là ne sont pas prenables comme de la Bible et du Coran. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir ces recommandations et quel est l'impact que ces recommandations peuvent avoir sur le niveau de l'activité économique. C'est dangereux d'enlever actuellement les subventions, d'autant plus qu'aujourd'hui, le niveau de l'activité économique ne génère pas suffisamment de revenus pour permettre à ces entreprises-là de s'en sortir. Tout à fait. Maintenant, donc, par conséquent, et ces ménages-là qui ne travaillent pas, et ces ménages-là qui n'ont pas de revenus, et ce qu'on appelle couramment au Sénégal les gorgolos, qui vivent, n'est-ce pas, de jour au jour, vous leur demandez d'appliquer la vérité des prix. C'est extrêmement compliqué. Tout à fait. Donc, c'est pas réaliste. En fait, c'est pas réaliste et c'est pas faisable dans nos cieux actuellement. Absolument. Donc, ce que je dis souvent, il faudra aussi que l'économie doit avoir un visage humain. Vous savez, la croissance économique, et l'une des faiblesses, je pense qu'on en reverra effectivement, doit avoir un visage humain. On fait de l'activité économique pour permettre au bien-être de la population. Mais il ne faudrait pas aussi générer suffisamment de revenus et générer suffisamment d'inégalités sociales. Ce n'est pas possible. Ouais, tout à fait. En même temps, c'est le caractère régressif des subventions, c'est-à-dire qui profitent plus aux riches, qui poserait problème. En lieu et place d'une suppression définitive, un ciblage des subventions est préconisé. Dans quelle mesure cela est-il possible? Mais pourtant, c'est là. Aujourd'hui, parce que nous, on parle en connaissance de cause. Si vous allez au niveau de la Sénélec, par exemple, il y a un ciblage de consommation. Avec les tranches. Avec les tranches. Justement, ça, c'est une réflexion qui a été menée. Et des rumeurs que courent, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais j'aurais appris qu'ils veulent enlever ces ciblages. Et pourtant, ces ciblages-là, justement, par rapport à la consommation, ça se fait. Aujourd'hui, les factures, par exemple, c'est au degré de niveau de consommation. Il y a 3 tranches de consommation. Si vous êtes dans la première tranche, vous êtes considéré comme étant ceux qui doivent payer un niveau de kilowattheure. Deuxième temps, c'est un niveau de kilowattheure. Troisième temps, c'est un autre niveau de kilowattheure. Mais ça, il semble que c'est théorique. Mais dans la pratique... Non, dans la pratique, non, c'est ça. Je vous dis, dans la pratique, ça, c'est ce qui se fait actuellement. C'est ce qui est appliqué. Nous servons, n'est-ce pas, des documents officiels qui nous servent effectivement à la Sénélec, les acteurs de la Sénélec. Nous travaillons sur ces questions-là. Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'au niveau de la Sénélec, il y a 3 tranches au minimum qui sont appliquées par rapport. Donc, vous voyez, ce n'est pas visible. Ou bien, soit l'État ne communique pas assez, ou bien les autorités ne communiquent pas assez sur ça. Mais quand même, c'est que la recommandation de FMI est appliquée au niveau de la Sénélec, par exemple. Certainement. Maintenant, c'est appliqué au niveau de la SDE également. Vous avez vu, la SDE, je ne sais pas s'ils n'ont pas 3 ans, au minimum, il y a certains niveaux de consommation, vous êtes facturé à partir de certaines quantités. Et dépasser ça aussi, disons, votre niveau de consommation augmente en fonction, n'est-ce pas, de la quantité de biens consommés. Donc ça existe dans la Sénélec, ça existe à la SDE. Et pourtant, c'est pour ça que je disais que ça reste théorique, parce que si l'on en croit beaucoup de Sénégalais qui se plaignent en disant que les factures ont plutôt augmenté... Justement, parce que la facture a augmenté, pourquoi? C'est-à-dire le niveau de consommation a augmenté, le prix du kilowattheure a augmenté. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Ça veut dire qu'on a considéré, justement, peut-être c'est la définition du seuil qu'il faudra peut-être changer. Ils ont défini des seuils à partir duquel, tant que vous n'avez pas dépassé ce seuil, vous êtes considéré comme étant de la première tranche. Dès que vous dépassez cette première tranche, votre seuil a augmenté. Donc, le prix du kilowattheure change. Oui, donc c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Alors, comme dans beaucoup de pays en développement, le Sénégal n'a encore que le mécanisme des subventions pour maintenir un tant soit peu le pouvoir d'achat, comme on le disait à l'instant. En tant que spécialiste de l'économie industrielle, comment mettre en place et rapidement une politique de substitution des importations? Ok. Et justement, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé
Parce que, excusez-moi, très souvent, notre inflation est importée. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ça pose un vrai problème. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et dans quelle mesure on peut mettre en place un mécanisme de substitution des importations qui me paraît être la seule solution? Bon, une des solutions, justement. Vous avez raison en disant que nous avons de l'inflation importée. Je vous explique. Pourquoi? Parce que si vous avez dans votre économie, plus de 75% des produits qui sont consommés sont importés. Oui. Donc, par conséquent, s'il y a inflation, c'est par rapport à ces produits qui sont consommés. Et ces produits n'étant pas produits sur place, donc forcément, ça va entraîner de l'inflation. Vous avez parlé aujourd'hui tout de suite de la politique d'impôt-substitution. C'est une bonne politique. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure, dans la politique économique, je vous ai dit qu'il y en avait deux grandes masses. Et il y a ce qu'on appelle la politique conjoncturelle. Oui. Dans cette politique conjoncturelle, vous avez deux grandes composantes. Vous avez la composante budgétaire, la composante monétaire et la composante change. Aussi, je ne l'ai pas dit, aussi il y a la politique de change qui vous permet d'agir effectivement sur le niveau de l'activité économique. Mais dans la deuxième composante, dans la politique structurelle, c'est-à-dire dans la politique de long terme, c'est ça qu'on appelle la politique structurelle. Vous avez des composantes comme la politique d'industrialisation, la politique d'innovation, la politique, n'est-ce pas, de territorialisation. Vous avez compris maintenant. Donc, je prends par exemple la politique d'industrialisation. C'est une composante essentielle. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous avez un certain nombre de produits qui sont consommés, qui sont importés, et que vous avez la possibilité de les faire sur place, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez en place une politique industrielle, d'abord de soutien à la consommation, et puis aussi des politiques de soutien, n'est-ce pas, à la production. Ça ne fait pas de la politique structurelle, mais c'est progressivement. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Le papier que nous avons, c'est du bois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les transformer. Maintenant, nous n'en avons pas. Non, il faut d'abord qu'on mette en place le mécanisme de trust. C'est-à-dire, c'est quoi? Quelles sont les structures de production? Vous avez compris? On met en place d'abord ça. Quelles sont les structures de transformation? On les met en place. Maintenant, on aura un écosystème qui nous permettra, n'est-ce pas, de ne pas être en besoin où il y a la production, où sont les matières premières. Donc, c'est un écosystème qu'il faut mettre en place. Donc, la politique de l'impôt-substitution, elle ne s'improvise pas. C'est un écosystème qu'il faut mettre en place. Je donne le cas du secteur, par exemple, de jus. De mangue, par exemple. Vous avez vu que la plupart des jus de mangue sont importés. Mais par exemple, il faut mettre en place, par exemple, nos mangues, il faut d'abord les certifier, première chose. Deuxièmement, il faut avoir un réseau de gens, il y a les mangues qui sont à Pout, à Ziguinchor, d'avoir une centrale de gens qui s'occupent uniquement que de réceptionner les mangues. Un autre environnement où il faut mettre en place ce qu'on appelle tout un système de transformation. Maintenant, ainsi de suite, l'industrie. Vous avez vu, c'est comme ça que l'industrie se met en place. Mais on ne peut pas quitter tout, on dit on va mettre une industrie. Il n'y a pas la production, le stockage, la transformation, ainsi de suite. Vous avez vu maintenant. Donc il faut tout un écosystème qu'il faut mettre en place. Et cet écosystème, ça se travaille dans le long terme. Quand vous dites long terme, il n'y a même pas de moyen terme? Non, en fait, quand je dis long terme, parce qu'une économie se construit sur les bases solides. Parce que là, on est dans l'urgence quand même. Mais l'urgence, justement, c'est pourquoi l'urgence, quand c'est l'urgence, on fait appel à la politique conjoncturelle. C'est le budgétaire ou bien monétaire. C'est ce qui gère les urgences. Mais quand c'est une politique industrielle, c'est une politique structurelle. Elle ne se met que dans le long terme pour que ça soit une politique structurelle pérenne. Vous ne pouvez pas faire le long terme dans le 2 ans, 3 ans. Oui, bien sûr. Maintenant, donc, si c'est tout de suite maintenant, comme vous avez raison, il y a l'urgence qui se pèse à nous, on met une politique de relance. Tout de suite, c'est la politique de relance qu'on peut mettre en place. Et en ce moment, quand c'est une relance, elle est sur 2 ans, 3 ans. Et là, c'est une politique soit budgétaire ou bien monétaire, ou bien une politique de relance, n'est-ce pas, par l'emploi. C'est ça. Mais si c'est une politique industrielle, elle se met en place sur le long terme. Parce que les mécanismes qu'il faut, parce que vous avez parlé d'un écosystème. Un écosystème, d'abord, je vous donne dans le secteur de la mangue, il faut d'abord qu'on cherche où est-ce qu'on doit produire, quelle est la quantité de mangue, quel est le type de mangue qu'on doit mettre en place, qui doit être transformé. Et quelles sont les caractéristiques de ces mangues-là. Est-ce que les mangues qui sont produites là sont assujetties à ça? Vous avez vu? Donc tout un écosystème qu'il faut mettre en place. Et puis maintenant, avoir un environnement où il faut les transformer. Et après avoir maintenant transporté, vous avez compris maintenant? Et puis de la transformation maintenant, et puis maintenant on va vers le secteur industriel. Et voilà maintenant tout un écosystème qui doit se mettre en place. Bien sûr. Mais là, par exemple, quel regard portez-vous sur notre secteur industriel aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que nous avons une industrie qui est capable d'aller vers ça aujourd'hui? Oui, c'est possible. Vous savez, l'impossible n'existant pas en économie. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez vu la voie qu'il faut mettre en place. Il faut qu'on aille vers ça. Moi, je suis écœuré aujourd'hui de constater qu'on continue à importer des mouchoirs. Je suis écœuré de constater qu'aujourd'hui, qu'on continue à importer des cure-dents. Vous connaissez les cure-dents? Il y a des estimations qui ont prouvé que les cure-dents, c'est tellement rentable que ça rapporte au minimum 11 milliards de francs CFA le mois.
Et ça, c'est importé. Vous imaginez, vous allez vers loin. Rien que le marché de cuir, c'est beaucoup. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens, c'est là. Il faut qu'on travaille sur des secteurs qui sont porteurs de croissance économique. Et là, comme je vous ai dit, il faudrait faire abstraction à un certain nombre de choses. Et puis, quand on veut aller vers l'industrialisation, c'est dans le long terme. On ne peut pas faire dans le court terme. C'est-à-dire, il faut mettre moyen terme, à la limite. Le moyen, pourquoi pas, mais il faut mettre en place des structures pérennes qui te permettent, n'est-ce pas, d'aller progressivement pour qu'une fois que vous maintenez en place, et que ça soit maintenant de façon continuelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'avais envie de revenir un peu sur... parce que le gouvernement s'était engagé sur une feuille de route dont le terme est 2025. C'est-à-dire que pour la suppression des subventions, on en a parlé tout à l'heure, ça risque d'être la catastrophe. Oui, mais en tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui, ça serait extrêmement difficile d'enlever la subvention sur un certain nombre de secteurs, vu la nature, disons, la sensibilité, n'est-ce pas, de ces secteurs-là, comme l'eau, l'électricité, le gaz, le carburant, le riz. Ça, c'est des secteurs qui sont très, très sensibles. En enlevant les subventions, vous allez, au lieu de régler le problème, vous allez aggraver le problème. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans les années 80, lorsqu'on est arrivé au programme d'ajustement structurel, lorsqu'on a mis en place ces politiques-là, disons d'absorption, où on avait demandé à nos États de réduire le niveau de consommation, le niveau de l'investissement, le niveau de consommation, pour avoir les investissements nécessaires qu'il faut. C'est ce qui a aggravé la situation. C'est exactement ce qui risque d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, si vous enlevez ces subventions, surtout sur ces secteurs, ça va amener des tensions sociales. Ça, c'est clair. Et donc, par conséquent, je pense que ce n'est pas une solution rentable pour le cas de nos économies. Absolument. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Seulement, le caractère délicat, c'est qu'en même temps, les subventions, à un certain niveau, ça pèse lourd sur les finances publiques. Ça, on ne peut pas le... C'est indéniable. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que ces subventions, c'est ce qui permet à l'État, au ménage de tenir. Maintenant, le problème fondamental, c'est quoi? Si vous voulez supprimer ces subventions, vous risquez de créer beaucoup plus les tensions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut voir maintenant qu'est-ce qui peut amener justement à l'État, en enlevant progressivement ces subventions-là, c'est de créer suffisamment d'emplois, de créer suffisamment de nouveaux, créer les activités économiques pour permettre à ces ménages-là, pauvres, d'avoir un niveau de revenu, d'avoir un pouvoir d'achat. Et c'est ça qu'il faut aller. Vous avez compris? Et également, vous avez raison, en allant vers ce qu'on appelle l'industrialisation. Parce que la plupart des produits que nous avons sont importés. C'est des produits alimentaires. C'est des produits alimentaires. Donc, c'est le survie qui dépend. Donc, par conséquent, si c'était produit ici, on n'allait pas parler d'enlever la subvention. Si on dit le riz, mais c'est importé. Si on dit l'électricité, c'est importé. Donc, par gaz, donc, par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est de chercher, n'est-ce pas, la politique de l'impôt-substitution, de produire un certain nombre de biens. En ce moment, on pourra contrôler ces biens. On pourra dire, voilà, on n'a pas besoin de faire de la subvention en aval, peut-être on peut faire la subvention en amont, où les producteurs auront suffisamment de sous pour pouvoir bien produire et que donc, ça va revenir au prix d'achat beaucoup plus faible. Parce qu'actuellement, l'État fait une double subvention. Parce que si vous subventionnez les produits qu'ils ont importés, non seulement vous augmentez les chiffres d'affaires à eux, vous les permettez de produire davantage. Mais si ces subventions restaient ici, vous avez vu, donc ça allait augmenter notre capacité de production et ça allait permettre effectivement à l'État à long terme de cesser de subventionner. Parce que si vous subventionnez un producteur et qu'il augmente son volume de production, ça les permet, n'est-ce pas, d'embaucher les gens et que ces gens-là auront un pouvoir d'achat, donc ils n'ont plus besoin d'être subventionnés à tout moment. C'est d'autant plus vrai que la suppression des subventions, c'est vrai qu'il y a un coût, un impact désastreux sur les populations, mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect environnemental. Parce que si on prend le gaz, par exemple, un produit comme le gaz, si ça a été subventionné, c'était pour encourager justement l'utilisation du gaz butane pour laisser souffler la forestation. La déforestation. Voilà, pour éviter la déforestation. Exactement. Donc, cela renforce un peu ce que vous dites. Pour l'instant, donc, pour schématiser, on ne peut pas supprimer les subventions. On en a besoin pour les économies. Voilà, le dilemme reste cornélien quand même. C'est à l'État maintenant de trouver les voies et moyens pour assainir ses finances publiques. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, docteur, on va parler un peu de la politique monétaire. On a beaucoup parlé du franc CFA avec toutes les polémiques que ça a engendré, etc. Mais vous, dans le contexte actuel, qu'est-ce que vous pensez de notre politique monétaire? Comme je l'ai dit tantôt dans le cadre de notre débat tout de suite, je disais que moi, la politique monétaire telle qu'elle est menée dans nos pays, de toute la façon, il faut comprendre une chose qui est fondamentale. Lorsque nous sommes dans une zone de change fixe, c'est-à-dire que le cas qui lie les CFA et l'Union européenne par l'intermédiaire, n'est-ce pas, de l'euro, on n'a pas de politique monétaire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une zone de change fixe, donc
la politique monétaire, elle est neutre. Vous Ok. ne pouvez pas agir, n'est-ce pas, sur la C'est monnaie pour pouvoir défendre la valeur de la monnaie. Parce que vous êtes, n'est-ce pas, dans une zone Tout à fait. où, quels que soient les efforts que vous faites pour protéger la valeur de votre monnaie, elle est déjà protégée par une autre institution, c'est-à-dire par une autre monnaie. Tout à fait. Donc, vous ne faites que subir la hausse ou la baisse, n'est-ce pas, de la valeur de ces monnaies-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'euro augmente de valeur, Ouais. le CFA augmente. Inversement, si l'euro perd de valeur, le CFA perd de la valeur. Ouais. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une zone, justement, où le niveau de l'activité économique de nos pays ne reflète pas, n'est-ce pas, la valeur de notre monnaie. Voilà la première incohérence. Aujourd'hui, par exemple, si l'euro s'apprécie de façon considérable sur le marché international, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si l'économie de l'UEMOA s'est appréciée. Ouais. Or, aujourd'hui, il arrive que, par exemple, que nos économies ne suivent pas l'évolution, n'est-ce pas, de l'économie mondiale. Mais par rapport à la monnaie que nous avons, c'est comme si on s'est apprécié parce qu'on n'arrive pas à se peser. C'est ça aussi le problème. Ok. Donc, par conséquent, quels que soient les efforts on peut avoir des efforts, mais aussi que la valeur de notre monnaie a baissé parce que tout simplement l'euro a baissé. Ouais. On peut faire aussi des contre-performances, mais que l'euro continue à cacher cette contre-performance, n'est-ce pas, sur le plan de vue monétaire. Ok. Et le danger, l'autre problème maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est que les critères de convergence sur lesquels repose par exemple l'euro, je vous ai donné par exemple le cas de la dette. Oui. Mais l'autre élément, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est par rapport au taux d'inflation. Ça, c'est un élément sur lequel je suis forcément pas d'accord, parce qu'aujourd'hui, une inflation faible Ouais. n'arrange pas le niveau de l'activité économique dans nos pays. Parce que l'inflation faible, comme je l'ai toujours dit, constitue ce qu'on appelle une source, n'est-ce pas, de chômage dans nos pays. Ah oui. Oui, parce que une inflation est d'origine monétaire. On l'a vu tout à l'heure où on a vu que on a de l'inflation qui est importée. Oui. Parce que la plupart des produits que nous consommons dans nos pays, plus de 70%, c'est des produits qui sont importés. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'inflation importée. C'est Exact. que quand le niveau de production de ces biens à l'étranger augmente, oui. forcément, au niveau du cordon douanier, il y aura une répercussion. Forcément. Donc maintenant, nous allons subir ces effets-là. Exactement, oui. Maintenant, pour pouvoir permettre effectivement qu'il n'y ait pas de l'inflation, Oui. les autorités, par l'intermédiaire, n'est-ce pas, d'une politique de monétaire Oui. restrictive, vont demander justement à augmenter ce qu'on appelle le taux directeur. Oui. Le taux directeur, c'est le taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale Certainement. au niveau, n'est-ce pas, des banques commerciales. Tout à fait. Donc le taux directeur, quand ça augmente, ça entraîne forcément une augmentation du taux d'intérêt. Ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir, par exemple, l'inflation importée par rapport à ces taux directeurs? Ils n'agissent pas. Si, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet direct, mais l'effet, il est indirect. Pourquoi? Parce que le taux direct, vous savez pourquoi l'inflation, Ouais. c'est l'augmentation du nouveau journal des prix. On est d'accord? Exactement. Mais si le nouveau journal des prix augmente, Ouais. quelles sont les conséquences qui ont entraîné ça? Si c'est de l'inflation importée, bien entendu, vous avez compris, maintenant, pour contrecarrer ça, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, sur le plan de vue monétaire, qu'il n'y ait pas suffisamment de monnaie pour permettre effectivement que cette inflation puisse baisser. Parce que s'il y a de l'inflation, c'est parce que les gens ont un pouvoir d'achat pour pouvoir acheter. Si vous avez par exemple un bien, je ne donne pas un portable, vous le vendez à 1 million. Mais si les gens n'ont même pas 300 000 francs pour acheter, vous avez vu le portable de ça. Donc on ne parlera pas d'inflation parce qu'il n'y aura pas de demande qui va s'adresser à votre produit. Ok. Mais on parle de l'inflation, pourquoi? Parce que quand les biens sont sur le marché, les gens ont un pouvoir d'achat qui leur permet de l'acheter. Et donc quand ces gens ont un pouvoir d'achat, quand il y a suffisamment de pouvoir d'achat, c'est ce qui peut entraîner effectivement une augmentation des prix. Parce que au-delà de ce produit-là, d'autres produits maintenant vont avoir les prix qui vont augmenter. C'est-à-dire, quand vous voyez tout de suite les importer, non, c'est pas par rapport à ça. C'est que si aujourd'hui, je donne par exemple le dernier téléphone qui est sorti, il est à 1 200 000 francs. Ouais. On ne peut pas parler de l'inflation. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat pour pouvoir l'acheter. Ouais. Mais si par exemple on était dans une économie par exemple, où il y avait suffisamment de crédit, vous avez compris, mais donc, Ouais. et que la banque commerciale accordait suffisamment de crédit, ça allait faire qu'aujourd'hui, par exemple, chacun allait emprunter de l'argent à la banque pour les permettre, n'est-ce pas, d'acheter ces produits. Ouais. Vous avez Ouais, compris tout à maintenant? fait, tout à fait. Maintenant, donc, vous avez vu, la banque centrale un jour l'a joué. C'est indirect. Parce que c'est la banque centrale qui peut occasionner, par l'intermédiaire, n'est-ce pas, des banques commerciales, le crédit, qui permettent à ces agents économiques d'avoir un pouvoir d'achat. Une fois que ce pouvoir d'achat il est acquis, ça les permet d'acheter ces biens. Ouais. Et que donc, quand les prix augmentent maintenant, il y aura ce qu'on appelle l'inflation. Ah oui, tout à fait. En même temps, cet instrument-là, tel que c'est utilisé par la Banque centrale, c'est-à-dire la politique monétaire, quelquefois, elle a ses contre-coups. Autant, pour freiner l'inflation, la Banque centrale utilise cet instrument-là pour augmenter justement ces taux directeurs. Oui. Mais seulement la conséquence, c'est aussi sur les entreprises, parce que ça freine quelque peu l'investissement également. Mais c'est pourquoi je vous ai dit justement, c'est des mesures contre-productives. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
vous savez, quand vous regardez le carré magique de Nicolas Caldor, Oui. il a mis en place que les objectifs de politique économique sont au nombre de 4. Il y a la croissance économique, Oui. il y a le plein emploi, il y a, disons, ce qu'on appelle la mesure de l'inflation, mais également ce qu'on appelle l'équipe de la balance des paiements. Dans son raisonnement, il a raison que ces quatre côtés du carré ne sont pas, disons, convergents. C'est-à-dire que vous pouvez poursuivre un objectif, en voulant réaliser cet objectif-là, ça peut entraîner ce qu'on appelle des contre-performances sur les autres objectifs. Exactement. Mais ce qui est fondamental, nos États, tous les États du monde entier pourraient se battre pour avoir ces 4 objectifs fondamentaux. La croissance économique, le plein emploi, la maîtrise de l'inflation, l'équipe de la balance des paiements. Mais ces mesures-là ne sont pas forcément, disons, convergents. C'est-à-dire, en voulant poursuivre un des objectifs de ce carré-là, vous pouvez détourner un autre objectif. Et c'est ça qui se passe généralement dans le cadre, n'est-ce pas, du système économique dans lequel nous sommes. Nos autorités ont misé, dans le cadre des critères de convergence, d'avoir un taux d'inflation beaucoup plus bas. Mais ce qu'il faut comprendre maintenant, l'inflation est causée par quoi? Par des produits comme le riz, ainsi de suite, des produits qui sont consommés. Mais pourquoi ça? Parce que si vous avez un pouvoir d'achat, c'est ce qui vous permet d'acheter. Donc c'est de ça que j'ai dit, maintenant, si les autorités, par l'intermédiaire, n'est-ce pas, de la Banque centrale, autorisent par exemple à ce que les gens ont suffisamment de crédit, ça leur permet d'acheter du riz, le lul, ainsi de suite. Vous avez compris? C'est ce qui peut amener l'inflation. Mais s'ils n'ont pas, vous avez vu maintenant ce que donc c'est pourquoi le niveau de l'inflation est trop bas dans nos pays. Voilà. Bon, ça arrange les populations quand il est bas. Oui, mais justement, ça veut dire que c'est à double tranche. Ça veut dire qu'un des objectifs est atteint. Maintenant, de l'autre côté, l'objectif, c'est quoi? C'est le chômage. Exactement. Vous avez compris, maintenant, c'est voilà, vous n'atteignez pas vos autres objectifs. C'est ça. Les objectifs d'investissement ne sont pas atteints. Vous avez compris? Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire que c'est le choix aussi. C'est ça qu'on appelle la politique économique. C'est fait. un choix que l'autorité publique met en place par rapport à l'objectif qu'il veut atteindre. Si l'objectif, c'est l'inflation, mais il faut que vous dites que vous allez sacrifier ce qu'on appelle l'emploi. Si l'objectif, par exemple, c'est la croissance économique, il y a d'autres, disons, impératifs que vous allez lâcher. On a parlé de la fiscalité tout à l'heure. Vous avez compris? Donc, c'est un objectif budgétaire, de la politique budgétaire. Mais en voulant maintenant avoir trop d'impôts, on l'a dit, vous pouvez asphyxier les entreprises. C'est justement, c'est comme ça l'économie. L'économie repose sur ce qu'on appelle l'opportunité, le sacrifice que l'agent économique fait lorsqu'il s'engage dans une opération. Donc, en voulant aller vers la politique fiscale, peut-être vous allez avoir de l'impôt, mais vous allez sacrifier d'autres secteurs d'activité économique. L'économie, c'est comme ça. Tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, les gouvernements en général, de manière générale, ils peuvent être amenés à prendre des mesures impopulaires, mais qui sont absolument nécessaires. Justement, voilà, c'est pourquoi il faut toujours comprendre l'objectif que l'État se fixe. Vous avez vu? Parce que, vous avez vu nos autorités actuelles, par exemple, ils peuvent avoir comme objectif disons, d'augmenter, par exemple, la pression fiscale. C'est juste un exemple. Mais l'objectif d'aider, c'est quoi? Peut-être c'est de régler, effectivement, les subventions que l'État accorde, par exemple, augmenter ça. Ça peut avoir un impact, vous avez compris? D'autres États peuvent dire, bon, moi j'ai réduit effectivement le niveau de l'impôt, par exemple, pour permettre aux entreprises d'avoir un souffle nouveau, et pour permettre aux deux entreprises de s'installer. Donc c'est un objectif de réduction, en fait, de renoncement à l'impôt, n'est-ce pas, de dégraissement fiscal. Vous avez compris? Donc pendant, ça aura d'autres conséquences. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nos autorités, quelles qu'elles soient, doivent expliquer, que ce soit ces autorités, expliquer les politiques que vous menez. Ça permet effectivement, parce que la politique économique, comme je vous ai dit, ce n'est pas de la science exacte, c'est de la science sociale. Et nous, en économie, c'est des signaux, à part des signaux que l'acteur économique réagit. Mais si l'acteur économique est conscient de ce que vous voulez faire, c'est pour son bien, il pourra t'accompagner. Et donc, dans cette politique d'accompagnement, c'est-à-dire que même si la situation devient difficile, parce que c'est des réformes, une réforme est toujours difficile, on aura un accompagnement par rapport à ces efforts, à ces politiques-là. Oui, tout à fait. C'est d'autant plus intéressant que, en général, quand un gouvernement va dans ce sens, pour bien expliquer aux populations le pourquoi de l'impôt, on se rend compte que, en tout cas l'expérience prouve que quand les populations comprennent que cet impôt-là qu'on leur impose, c'est pour construire une route, c'est pour construire je sais pas moi, des infrastructures de base ou ce genre de choses, elles sont plus enclines, ces populations-là, à accepter cette imposition. En revanche, quand ces populations ne voient pas l'impact de cette imposition, c'est là que ça pose problème. Ça pose problème. Donc actuellement, bon, étant donné la situation actuelle, les gens ne voient pas
ce qui bouge, ce qui fait qu'ils ont du mal à accepter cette imposition. C'est pourquoi ils ont du mal à accepter un certain nombre de choses. C'est ça aussi, c'est le travail d'information et de sensibilisation pour les faire comprendre que ces impôts-là servent à ceci et servent à cela. Exactement. Et je pense qu'à l'avenir, les autorités prendront les dispositions nécessaires pour pouvoir mieux expliquer effectivement à la population, parce que cette population, elle a besoin d'avoir l'information. Oui, tout à fait. On parlait de la monnaie à l'instant, on va y rester. Je pose la question, à la place d'une monnaie fixe, comme celle que nous avons, qu'est-ce que ça donnerait si on allait vers une monnaie flottante, par exemple? Vous savez, une monnaie flottante a des conséquences. Certainement. C'est-à-dire que l'une des conséquences, c'est quoi justement? C'est ce que nous venons de voir, par exemple. Vous savez, la monnaie flottante maintenant vous permet qu'on va vous évaluer par rapport à la performance que vous allez faire. Oui. Donc ça veut dire que la valeur de votre monnaie est déterminée maintenant par rapport à votre performance économique. La valeur de votre monnaie est déterminée maintenant par rapport aux propos que vos autorités vont tenir. La valeur de votre monnaie maintenant est déterminée maintenant par la situation économique, la situation politique, la situation juridique. Et donc c'est par rapport à tous ces paramètres-là justement qu'on va vous évaluer. Le risque, c'est quoi? Il y a deux risques. Soit on travaille suffisamment, nos monnaies sont demandées, la valeur de notre monnaie s'apprécie. Le deuxième risque, c'est quoi? Qu'un agent économique, une autorité publique, n'importe lequel, entraîne des propos, ça peut entraîner effectivement des effets négatifs ou des effets positifs sur le niveau de l'activité. C'est comme le pétrole, quoi. C'est comme le pétrole, c'est très sensible. Ça va en période d'oscillation. Ça augmente, ça baisse. En ce moment, maintenant, on va nous peser au jour au jour. Et je crois que justement, vous avez vu le projet de monnaie commune que les pays de la CEDEAO devaient mettre en place. L'éco, ça date de 1980. Absolument. Et on avait prévu 90. De 90, on a 2000. De 2000 à 2020. Jusqu'à présent, pourquoi on n'a pas mis en place? C'est parce que tout simplement, aujourd'hui, la mise en place de cette monnaie-là, il y a des scénarios qu'ils ont mis en place. Vous avez compris, il faut trouver une banque centrale. Il faut voir quel est le taux de change qu'il faut mettre en place. C'est là-bas où se trouve le problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, peut-être à titre d'exemple, vous avez vu, les autorités de la CEDEAO, y compris le Nigeria. Le Nigeria, lui seul, représente plus de 60% du PIB de la zone. Et le Nigeria n'a pas de discipline monétaire. Le problème, c'est que l'on ne dit pas assez. La discipline monétaire que nous avons ici, dans la gestion, n'est-ce pas, de l'inflation, ils ne l'ont pas. Et ils constituent plus de 60%, n'est-ce pas, de la zone. Ça, c'est un problème. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce pays comme ça? Mais c'est justement la gestion des pays comme le Nigeria, n'est-ce pas, et le Ghana constitue un problème réel, n'est-ce pas, pour aller vers la monnaie commune. D'autant plus que, justement, et j'allais vous poser la question pour finir, est-ce qu'il n'y a pas la barrière linguistique à ce niveau-là? Non, la barrière linguistique pose pas de problème. Non, ça ne constitue pas un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le niveau de l'activité. Le système anglophone, le système francophone. Ça ne pose pas de problème. C'est le niveau de l'activité économique et, n'est-ce pas, la discipline monétaire. Et le respect, n'est-ce pas, des critères que vous allez vous fixer. Et c'est ça qui pose problème. Mais la barrière linguistique, c'est le niveau de l'activité économique seulement qui est déterminé par la monnaie. Donc, pour finir, qu'est-ce que vous en pensez? On va vers l'éco? Mais non, c'est ça. Le projet éco est là, il est en place. Il faut que les autorités nous renseignent effectivement sur le niveau de l'évolution du dossier. Je sais qu'il y avait en place une réflexion par rapport au type de quel est le type de banque centrale qu'il faut mettre en place, quel est le type de monnaie qu'il faut en place. Est-ce que c'est une monnaie flottante, une monnaie ramenée à l'euro ou bien au dollar, à partir, n'est-ce pas, d'un certain nombre de parités. On peut avoir la même parité fixe, mais limitée, avec un flottement à l'intérieur, ou bien tout comme un flottement total. Tout à fait. Tout dépend de l'autorité, de comment ils vont le mettre en place. Très bien. Merci encore, docteur. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir de partager. Madame, Monsieur, Graines de l'Éco, c'est fini pour ce soir. Nous avons eu le plaisir de recevoir et d'échanger avec le docteur Souleymane Keita. Je le rappelle, il est économiste, enseignant-chercheur à l'UCAD, spécialiste des finances publiques et de l'économie industrielle sur la situation économique du pays et les perspectives plutôt inquiétantes. Merci, docteur Keita, d'avoir bien voulu répondre à nouveau à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et merci beaucoup, Malik, pour l'invitation. Merci. Merci à Alassane Tchoun pour la gestion technique. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir été au rendez-vous. Graines de l'Éco revient vendredi prochain avec un autre invité sur une autre thématique. Prenez-en de la graine et portez-vous bien. Au revoir.